Nous allons accueillir maintenant M. Guimard, voilà, de la société de Tractel. Alors, on était en Savoie, maintenant on va partir dans le nord, hein, presque le Grand Nord. De l'autre côté de la frontière. De l'autre côté de la frontière, voilà. Donc c'est une entreprise luxembourgeoise, mais par contre le chantier est Au Danemark. entre le Danemark et l'Allemagne. Donc à vous. Vert vous changez. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélien Guimard, ingénieur commercial chez Tractel Special Projects. Je vais vous présenter aujourd'hui notre collaboration avec FLC, donc le client qui fabrique, qui construit le tunnel entre l'Allemagne et le Danemark, le tunnel immergé Fehmarn. Un petit mot sur l'entreprise. Donc en 1948, au Luxembourg, est créée la société Secalt, qui a deux brevets à son actif qui sont assez connus dans le milieu de la construction, le Tirfor et le Tirac. Des brevets encore actifs, évidemment copiés maintenant largement dans le monde entier. Et en 80, donc le groupe Secalt continue à fabriquer ses produits jusque dans les années 80, racheté par le groupe Tractel, qui lui attribue une nouvelle, on va dire une nouvelle fonction de fabriquer des BMU, Building Maintenance Unit, donc ces machines qu'on voit au-dessus des toits, qui circulent sur des rails, qui permettent de faire descendre des nacelles. Donc de 80 à 2010, l'entreprise en phosphore, grâce à ce qu'on a appelé l'âge d'or de la BMU, ils étaient globalement leaders sur le marché et à peu près les seuls à savoir le faire. Et pendant ces années, de manière opportuniste, Tractel Secalt à l'époque suit quelques projets nucléaires et infrastructures, principalement en suivant des clients historiques, Freycinet pour ne pas les citer. Et en 2020, devant la concurrence croissante des activités de BMU, Tractel Secalt décide de consacrer une entité particulière qu'on a appelée Special Project ou Infrastructure et Énergie, on est en train de changer de nom, pour suivre en particulier les tunnels, les ponts et les centrales nucléaires, et on va dire les activités nucléaires en général. Et en 2022, donc il y a 3 ans maintenant, on a été racheté par le groupe Alimak, donc un groupe suédois, et on a été intégré de manière tout à fait logique à la division Face à l'Access. Aujourd'hui, on a un bureau au Luxembourg, on a un bureau à Toronto, et on espère ouvrir l'année prochaine un bureau à Sydney pour suivre les projets Australie et Asie de l'Est. Un petit mot sur le tunnel Fehmarn, donc qui sera à terme le plus long tunnel immergé du monde. Donc on parle d'un tunnel qui fera 18 km, qui permettra de relier à terme Hambourg et Copenhague en 3 heures. Aujourd'hui, il y a un ferry globalement pour faire la traversée. Le client, donc notre client, est donc l'entreprise, le consortium qui fabrique. Donc c'est un consortium de toutes ces entreprises européennes que vous voyez à l'écran, avec notamment Vinci Construction Grand Projet, qui était notre interlocuteur principal. En quelques mots, je ne vais pas vous apprendre comment construire un tunnel immergé, je vais vous donner juste quelques chiffres. Donc il y aura 2 tubes routiers, 2 tubes ferroviaires, une galerie au milieu de maintenance entre les deux tubes routiers. Donc on parle de 79 éléments standards qui font 217 mètres de long, 40 mètres de large et une dizaine de mètres de hauteur, chacun d'entre eux faisant 73 000 tonnes. Et en plus de ça, il y a les éléments de service, tous les 9 éléments standards. Ils seront à 35 mètres de profondeur et il y a 6 lignes de préfabrication qui permettent de sortir ces éléments les uns après les autres, de les immerger et de les envoyer au large et ensuite de les mettre au fond de l'eau les uns après les autres et du coup de créer un tunnel. Donc là, vous voyez les photos du site. Donc en haut à gauche, vous voyez l'usine, les 5 lignes de préfabrication. Et en dessous, vous voyez une photo qui doit avoir quelques mois, où les 2 premiers éléments ont été mis en flottaison dans le port principal. Donc quand on rentre en discussion avec FLC, donc juillet 2021, il nous parle d'une opération qui est une opération de désinstallation des bulkheads. En fait, les éléments de tunnel sont fermés par des bulkheads, 17 de chaque côté, donc 34 bulkheads en tout, qui une fois, évidemment pour pas que l'eau rentre à l'intérieur des éléments, et une fois que tous les éléments sont au fond de l'eau, il faut retirer ces bulkheads pour les réutiliser pour les éléments suivants. Évidemment, si vous faites 34 x 89 éléments, vous voyez le nombre de bulkheads qu'il faut, donc si vous arrivez à les récupérer pour les réutiliser, vous faites un saving énorme sur la quantité d'acier. Donc ils nous contactent en disant comment on pourrait retirer ces bulkheads une fois que les éléments sont au fond de l'eau. Donc c'est une opération qui doit être faite en sécurité, évidemment, safety first. Deuxièmement, de manière rapide. Tant que les bulkheads n'ont pas été retirés, on n'a pas accès à l'élément N+1, donc on ne peut pas commencer à travailler, à équiper, etc. Troisièmement, elle doit être précise, parce que l'interface avec le bulkhead, c'est le béton du tunnel, donc évidemment, on ne peut pas se permettre de venir heurter ou bugner le béton, parce que ça pourrait mettre en péril la structure du tunnel. Et troisièmement, le client nous demande une opération automatique. Concrètement,
pour limiter l'erreur humaine. Donc là, on voit des photos des bulkheads, on voit à droite, en zone de stockage, et en dessous, on voit une coupe, donc des 17 bulkheads positionnés. Donc évidemment, nous, on est parti d'une page blanche, on commence par un design conceptuel, donc c'était le fruit d'un travail collaboratif entre FLC et nous-mêmes. Et on livre donc 4-5 mois plus tard, donc décembre 2021, un design conceptuel. Donc vous voyez quelques images à droite, donc la machine telle qu'on l'avait imaginée. Et vous allez voir que finalement, elle s'en rapproche. La machine construite s'en rapproche fortement. Donc dans le design conceptuel, donc classique, hein, une présentation générale, un premier space proofing pour vérifier qu'on tenait dans les galeries, analyse de risque, les premières descriptions des systèmes de sécurité, l'étude de cycle et surtout une offre de prix pour la conception et la fabrication de plusieurs machines. Et on signe le contrat en janvier 2022 et on a baptisé, on n'avait peut-être pas été très inspiré ce jour-là, la machine BLRT pour Bulkhead Lifting and Removal Tool. Donc voilà quelques images donc des premières cinématiques qui sont sorties, encore une fois du design conceptuel, et en bas vous voyez les premiers space proofing, donc l'intégration de la machine dans son environnement. Vous voyez dans la Railway Gallery, donc l'image qui est en bas à droite, vous voyez qu'on comprend pourquoi l'opération est contrainte en termes d'espace. Concrètement, la machine occupe une grande partie de l'espace. Alors là, il doit y avoir une vidéo, voilà. Donc la première vidéo qu'on a produit avec le design conceptuel. Donc l'élément N+1 est immergé. Le joint entre les deux lignes de bulkhead est vidé, on va dire. Donc les pompes enlèvent l'eau. Et seulement après, la machine peut commencer à travailler. Alors, en l'occurrence, il y a un joint en fait, qui est installé entre les deux, il y a une opération supplémentaire. Il y a un joint qui est installé pour sécuriser les deux bulkheads entre eux. Et donc la machine vient enlever les bulkheads. Donc ça, c'est les premières simulations qu'on a fait en phase design. Je passe parce qu'il y a des images un peu plus intéressantes après. Donc ensuite, on a commencé le design détaillé, donc début 2022. Et en fait, notre point de départ ont été les cinématiques. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faut que la machine puisse retirer les 17 x 2, donc les 34 bulkheads, à partir de points très particuliers. J'y reviendrai plus tard. À partir d'une position XY, la machine doit être capable de retirer plusieurs bulkheads pour ne pas avoir à rebouger la machine de gauche à droite au fur et à mesure. Donc on a commencé par une série de 34 cinématiques qui nous ont permis de dimensionner la machine, donc les vérins, les allongements et les courses des vérins surtout, les contrepoids, etc., donc la couronne giratoire, etc. Donc voici la machine. Donc je vais vous présenter en quelques mots les composants. Donc on est sur un poids total d'une 30aine de tonnes pour une hauteur de 4 mètres. Donc d'en bas à droite jusqu'en haut à gauche, donc elle fonctionne sur chenillard pour le déplacement, mais en réalité quand elle est en opération de dépose des bulkheads, elle est uniquement sur stabilisateur. Les chenillards n'ont pas été dimensionnés pour se déplacer avec les bulkheads. Le déplacement du bulkhead est opéré par une autre machine que je vous présenterai plus tard. Les stabilisateurs gèrent également la hauteur pour le positionnement en Z pour pouvoir retirer les bulkheads. Ensuite, on a un groupe électrogène qui en réalité qui est uniquement pour le déplacement, parce que quand la machine est en phase dépose, elle est branchée sur le courant du chantier. La couronne giratoire pour la rotation, les contrepoids à l'arrière évidemment pour la stabilité. Au-dessus, vous avez des convoyeurs à rouleau qui permettent, une fois l'opération d'extraction, une fois le bulkhead ramené à l'horizontale, de pouvoir l'évacuer vers l'arrière de la machine pour ensuite être transporté plus tard, et j'y reviendrai également plus tard. Une plateforme de maintenance de chaque côté qui permet aux opérateurs de venir entretenir les tableaux électriques et les convoyeurs. Et à l'avant, le lifting tool qui finalement fait l'interface entre le bulkhead et la machine avec un lien mécanique que je préciserai également plus tard dans la présentation. En réalité, l'intelligence de la machine, elle n'est pas tellement dans la partie mécanique, elle est dans la partie automatisme. Le client souhaitait une opération complètement automatique. Donc, on a travaillé d'une telle manière que la machine, une fois positionnée en X, Y et Z par rapport à un point fixe donné de la ligne des bulkheads, puisse retirer plusieurs bulkheads. Et en appuyant globalement sur un bouton, en disant je vais retirer le bulkhead MW05, et en appuyant sur ce bouton, le cycle se déclenche et peut permettre de venir retirer le bulkhead. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, dans les deux railways, en une seule position de la machine, on retire les 3 bulkheads. Et dans les deux motorways, il y a 2 positions. Donc en fait, en réalité,
la machine bouge assez peu, ce qui est bien parce que c'est compliqué de faire bouger ces machines-là, et surtout dans un environnement aussi confiné. Donc une fois que la machine est positionnée, elle peut retirer plusieurs bulkheads. Évidemment, on ne sera jamais précis au centimètre près. Donc si jamais, pendant le cycle, l'opérateur voit que le lifting tool n'est pas exactement en face du bulkhead, il peut reprendre le contrôle et bouger indépendamment la tourelle, l'inclinaison du bras, le déploiement. On a aussi fait un mode cartésien qui permet d'avoir le lifting tool qui se déplace parallèlement au bulkhead. Donc venons-en, alors j'aurais pu le traduire, je suis désolé, c'est l'outil de levage. Donc c'est finalement l'interface entre la machine et le bulkhead. Nous, on avait proposé, pour en fait ne pas avoir un endroit fixe où prendre le bulkhead, on avait proposé premièrement un système aimanté, ou deuxièmement un système sous vide, de type ventouse. Et le client nous a dit que rien ne valait un bon vieux lien mécanique. Donc en fait, on a créé un lifting tool qui permet d'avoir en fait 2 vérins qui activent 4 goupilles, 4 pins, qui viennent se ficher dans les ergots du bulkhead. Voilà quelques images de l'assemblage final au Luxembourg et du FAT. Donc ça, c'est nos ateliers au Luxembourg. On avait créé un faux bulkhead. Évidemment, le client n'a pas voulu nous envoyer un bulkhead depuis l'usine. Donc on a créé finalement un cadre qui recréait les ergots du bulkhead, et derrière, on a mis des contrepoids pour recréer la masse. Donc ensuite, il y a eu le SAT. Donc on a envoyé la première machine sur site. Donc le client avait pour faire des essais évidemment sur d'autres sujets du tunnel, ils avaient créé en fait une maquette de la Railway Gallery, donc ce qu'on voit ici en haut à gauche sur l'image, et ils nous ont laissé donc une plateforme devant pendant plusieurs semaines pour pouvoir faire nous donc, évidemment les SAT, mais surtout quelques réglages finaux des cinématiques. Donc voilà quelques images. Le test de surcharge, donc évidemment on a dû recharger le faux bulkhead. On en avait fabriqué 2, il y en avait un sur site et un dans notre usine. Donc on le surcharge ici de mémoire à 25% supérieur pour montrer que la machine peut supporter cette surcharge. Et là, il doit y avoir normalement une image de la machine en train de travailler avec les bruits du chantier en option. Voilà. Bon, évidemment, c'est accéléré. Hein. Donc, de mémoire, c'est accéléré 5-6 fois. Le cycle dure environ 4 minutes pour retirer le bulkhead. Donc là, c'est un bulkhead railway, donc on est à l'extrémité gauche du tunnel. Voilà, donc premièrement, on enlève le bulkhead de la cage de béton, finalement, avec des cales. Et ensuite, c'est envoyé à l'horizontale au-dessus de la machine. Donc là, voilà, machine sur stabilisateur, comme je le disais. Et voilà. Donc, on avait résolu le sujet de la désinstallation des bulkheads, mais en fait, au cours des développements, le client nous a dit, mais il va falloir aussi les installer, ces bulkheads. À un moment, il faut fermer les éléments de tunnel. Et ils nous ont dit, mais finalement, est-ce que votre machine ne pourrait pas aussi être utilisée pour installer les bulkheads? Et on leur a dit, en fait, oui, il suffit d'appuyer sur le bouton, mais dans l'autre sens. En fait, le cycle est le même. Installer ou désinstaller, le cycle est exactement le même. Donc ça ne nous a pas demandé beaucoup de travail. Par contre, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, là, donc c'est une photo de la machine en cours d'installation. La plateforme sur laquelle est posée la machine quand elle installe est plus basse que le niveau du tunnel dans lequel elle désinstallera une fois en opération au fond de l'eau. Donc il a fallu en fait surélever la machine. Donc en fait on a dû refaire des calculs de stabilité, puisqu'évidemment si vous surélevez la machine, il faut réassurer que la machine ne va pas basculer. Merci. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des machines qui sont des mâts qui sont interchangeables, en fait, pour que le client, en fonction de ses besoins, de ses cycles et de ses besoins sur chantier, concrètement, puisse soit mettre 4 machines, donc on va fabriquer 4 machines à la fin, 4 machines en phase d'installation ou 4 machines en phase de désinstallation, etc. Que les machines soient interchangeables. Vous voyez, en bas, vous voyez une photo d'un élément complètement fermé. Donc là, vous avez tous les bulkheads installés sur l'élément. Donc apparemment, il est prêt à être immergé. Et comme je l'ai dit précédemment, une fois que le bulkhead a été mis à l'horizontale, il finit sa course. En fait, il est en haut d'une machine à 4 mètres de haut.
comme je l'avais dit, le BLRT, donc la machine est montée sur des stabilisateurs pendant l'extraction et les chenilles ne sont pas dimensionnées pour rouler. Et en plus de ça, c'est une machine qui est imposante, qui roule lentement et on est dans un milieu confiné. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire rouler la machine pendant les kilomètres dans le tunnel. Et deuxièmement, elle n'était pas faite pour ça. Et comme on est dans un milieu confiné, on ne peut pas, de manière évidente, venir récupérer le bulkhead au-dessus de la machine pour le ramener au niveau du sol. On aurait pu penser à des solutions comme des grues, des braillables, etc., ou des straddle carrés, mais concrètement, il n'y a pas la place. Donc, comme le client avait des SPMT disponibles sur le chantier, on leur a proposé d'équiper leur SPMT de tables à ciseaux sur lequel on a monté un convoyeur. Un convoyeur à rouleau qui est finalement le petit frère de celui de la machine, et on les a connectés ensemble pour s'assurer que, uniquement quand les deux convoyeurs, pour des raisons de sécurité, que les deux convoyeurs sont alignés, la translation peut continuer. Donc c'est ce que vous voyez sur l'image en bas à droite. Donc là, vous voyez un transfert en cours entre la machine BLRT et la table à ciseaux et son convoyeur. Et évidemment, une fois que la machine est sur le convoyeur de la table à ciseaux, elle redescend. Et un SPMT, pour le coup, c'est fait pour transporter, donc ça avance plus vite, c'est beaucoup plus maniable, et ça permet de l'emmener dans une zone où elle pourrait être après récupérée par un straddle carrier ou une gantry du client. Donc là, vous avez des images. Alors, encore une autre situation qui s'est passée. Le TPR, donc c'est le premier élément qui est fabriqué, mais il est coulé en place. Celui-ci, il n'est pas immergé. Et comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, les bulkheads sont beaucoup plus à l'intérieur que sur les éléments normaux. Et donc là, la table à ciseaux a été utilisée pour alimenter. Alors, à l'usine, les bulkheads sont alimentés sur la machine par une grue. Et en fait, là, la grue, comme vous le voyez, ne peut pas venir accéder à la machine, puisqu'il y a le toit, en fait, le haut de l'élément de tunnel qui l'empêche. Donc, la table à ciseaux a été utilisée ici pour alimenter les bulkheads vers la machine qui puisse installer les bulkheads sur le TPR. Donc, c'est le nom qu'ils ont donné au premier élément. En fait, vous voyez en bas à droite sur la photo des pales planches. Donc, en fait, ça, à terme, ce sera coulé, ce sera sous l'eau, évidemment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Comme l'a dit M. Prat, si vous avez plus de questions, on est au stand 10. N'hésitez pas à passer pour qu'on vous parle en avantage de ce projet ou d'autres projets sur lesquels on a travaillé en tunnel. Et bonne journée à tous.